Le 11 mars 1937 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vuneuil du film américain Marie Walewska, Conquest, texte intégral. Il est surprenant que l'histoire de Marie Walewska et de Napoléon Ier ne soit pas plus populaire et que 9 Français sur 10 la tiennent pour une légende. Nous n'en connaissons que des échappés, mais qui font pâlir bien des peines de cœur de la plus illustre littérature. Leur rencontre, quelques semaines avant Eylau, en pleine guerre. La résistance que cette petite Polonaise de 20 ans opposa 4 jours au César, puis la tendresse passionnée qu'elle lui voua, leur rendez-vous hâtif aux 4 coins de l'Europe. Feu le nôtre a dépeint en termes admirables la dernière de ses entrevues à l'île d'Elbe. La Polonaise, d'une magnifique fidélité, y rejoignit l'empereur après avoir essayé vainement de lui parler le soir de Fontainebleau. Napoléon espérait encore une visite de l'impératrice et du roi de Rome. On prit le bateau de Marie pour celui de l'Autrichienne. L'île était dans l'enthousiasme. Ce quiproquo mettait en jeu la majesté impériale. L'Europe regardait Napoléon. Prisonnier, vaincu, abominablement trahi et trompé par son épouse, il entendit demeurer irréprochable. Il dut refuser le réconfort que lui apportait la Polonaise, la femme qui tint certainement la plus grande place dans son cœur. Ils passèrent secrètement 2 jours sous une tente, dressée en haut de l'île, parmi les châtaigniers et les fontaines. Il lui montrait au loin la Corse. Il jouait avec l'enfant qu'il avait eu d'elle et qu'elle avait amené aussi. Ils se séparèrent le second soir, au milieu d'un orage furieux qui secouait la tente et démontait la mer. « Tout est beau dans cette scène », conclut le nôtre. « Tout est d'une formidable grandeur. Il semble que pour rendre complète l'impression de ces choses solennelles, les mots servent mal. Il y faudrait le génie d'un Beethoven et la puissance des 1000 voix de son orchestre. » Le bon le nôtre n'avait pas prévu Hollywood. Le début de Marie Walewska est un excellent scherzo de cinéma, dans la meilleure manière américaine, et où l'on reconnaît le talent de l'auteur, Clarence Brown, depuis longtemps confiné dans des travaux médiocres. Des Cosaques, par une nuit de neige, assaillent un château polonais, entrent à cheval, au galop, dans les salons, brisent glaces et bustes à coups de pistolet, fracassent le mobilier, font manger leurs chevaux dans le clavecin. Mais on annonce un escadron français, les Cosaques s'envolent, adieu le cinéma. Dès le premier dialogue, le bégueulisme américain dresse une rigide objection. Même devant Napoléon, il ne cède pas les armes. Il est impossible de marier la Walewska et Napoléon. Il faudrait la couronner, ce qui serait par trop gros de conséquences. Mais du moins, de cette union libre, va naître les plus hauts et les plus purs sentiments. Marie Walewska, qui a été remarquée par l'empereur au premier bal de Varsovie, est l'épouse, comme le veut l'histoire, d'un vieux jeton très digne et très branlant. Le vieux jeton reçoit la visite d'une délégation polonaise. Ouvrez les guillemets. « À nous, comte, 2 mots. Ce Corse est fort désagréable, il nous réclame 40 000 conscrits et il ne parle pas du tout de rendre à notre patrie son indépendance. Mais un espoir vient de luire. Comte, cet empereur désire très vivement faire l'amour à votre femme. Consentez à cet héroïque cocuage et la ravissante comtesse fera certainement signer à Napoléon dans son lit le décret de notre libération. » Fermez les guillemets. Le vieux jeton s'exclame, ouvrez les guillemets, « Disparaissez de ma vue, vil gredin !» et que la comtesse bouche ses chastes oreilles, fermez les guillemets. Mais la comtesse appuie son front à la vitre, et quand le vieux jeton lui demande « Qu'avez-vous, belle âme ?» ouvrez les guillemets, « Je songe, dit-elle, qu'une certaine Marie Walewska pourrait ce soir sauver la Pologne, fermez les guillemets. » Couverte de longs voiles de deuil et les yeux clos, elle va donc se soumettre aux cavalières exigences du Corse. Le vieux cocu l'attend toute la nuit auprès d'une chandelle. Elle rentre. Est-ce fait? C'est fait.
Très bien, madame, je vous répudie. Cependant, Napoléon, contrit, vient s'excuser auprès de la comtesse de sa houzarderie. C'est ici que l'on voit poindre la grande idée du film. Ce Napoléon, en somme, ne fut qu'un affreux fasciste. Il s'agit de le rendre supportable au peuple américain. Marie Walewska, qui est antifasciste, lui reproche amèrement son despotisme à la porte de sa chambre où elle va se retirer pour jamais. Comment, moi, proteste le vainqueur d'Austerlitz, mais je suis le plus grand démocrate du monde. Ce que je veux, c'est instaurer la démocratie universelle. Aussitôt, changement à vue. Dans mes bras, baby darling, roucoule la Walewska. À Vienne, les choses se gâtent tout à fait. En apprenant que Napoléon se décide à épouser la fasciste Marie-Louise, la Walewska joue la grande scène. Elle refuse la place d'amante de cœur qu'on lui propose. Elle abandonne, là, ce tyran. Il faudrait ajouter que cette rupture est en contradiction formelle avec l'histoire et le caractère de Marie Walewska, qui comprit à merveille son rôle et goûta, même après 1810, l'amour de l'empereur chaque fois qu'il le voulut bien. Quant à la rencontre de l'île d'Elbe, les spécialistes américains ont examiné la scène, qui bouleversait le nôtre, et ils ont conclu qu'il fallait beaucoup de retouches. Foin de la tente, trop rustique pour abriter des vedettes. Pour le renoncement de l'empereur, cela paraîtrait bien compliqué aux naturels américains. Puis il n'est pas séant que Napoléon se taille le beau rôle, au moment même où le fascisme le reprend. Il sacrifie Marie, en lui faisant porter un message en France au péril des flots. Enfin, des vedettes ne pouvant pas se séparer comme ça, on ajoute un trémolo final, la grande scène d'adieu face au bateau qui part pour Sainte-Hélène. Rien n'est moins surprenant que cette somptueuse insanité. Souvent excellents dans le rendu de leur vie quotidienne, les Américains deviennent d'une puérilité burlesque sitôt qu'ils regardent un siècle en arrière, qu'ils se risquent hors de leur continent. Les deux vedettes sont mademoiselle Greta Garbo et monsieur Charles Boyer. Nullement garbiste, je reconnais volontiers que la divine fait de louables efforts pour rendre son personnage un peu moins stupide. Pour monsieur Boyer, c'est Napoléon Bougna. C'est dans des rôles aussi démesurés que la véritable nature d'un comédien s'avoue. Privé de son écorce de bellâtre, nanti d'une mèche et arrondissant le dos, le malheureux garçon est d'une effarante vulgarité.